Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, nous allons continuer sur le cours de marketing de base, l'axe de l'information marketing. Les études de marché, comme nous avons dit, il existe deux types d'études. Les études qualitatives, que nous avons déjà vues dans la vidéo précédente, et les études quantitatives. Les études quantitatives permettent de quantifier un problème, d'apporter une réponse chiffrée à une question marketing à partir d'un échantillon représentatif qui permettra ensuite d'extrapoler les résultats au reste de la population. Donc les études quantitatives ont pour objectif de donner une réponse chiffrée. Ils permettent de quantifier un problème marketing à partir d'un échantillon représentatif qui permettra par la suite d'extrapoler, de généraliser les résultats au reste de la population. Alors les études quantitatives ont pour but la réponse au combien. Maintenant aux techniques des études quantitatives. Il existe trois techniques des études quantitatives: le sondage, le panel et le recensement. Commençons tout d'abord par le sondage. Un sondage est une enquête ponctuelle réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiée. Les résultats sont ensuite extrapolés à l'ensemble de cette population. Un sondage est une enquête ponctuelle, ça veut dire qu'elle n'est pas répétitive. Il est réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiée, un échantillon de taille importante. Les résultats de cette enquête seront extrapolés, ça veut dire seront généralisés à l'ensemble de la population étudiée. La deuxième technique est le panel. C'est une enquête répétitive qui consiste à interroger un même échantillon de la population. Et les questions posées sont toujours les mêmes. Le panel permet de suivre l'évolution des comportements et des opinions de la population. Donc, lorsqu'on parle du panel, c'est une enquête qui est répétitive et qui consiste à poser les mêmes questions à un même échantillon. Son objectif, c'est le suivi de l'évolution des comportements, des préférences, des opinions de la population. Les panels les plus connus sont les panels de consommateurs et les panels de distributeurs. Le recensement. Il consiste à interroger tous les individus d'une population donnée, à dénombrer leurs caractéristiques et opinions. Le recensement n'est donc utilisé que lorsque la population est de taille réduite. Exemple, étude des acheteurs très profilés. Alors le recensement, il consiste à interroger tous les individus de la population et non pas un échantillon pour dénombrer leurs caractéristiques et opinions. Généralement, on utilise cette technique, qui est le recensement, lorsque la population étudiée est de taille réduite. Exemple, l'étude des acheteurs très profilés. Par exemple, une étude des acheteurs des voitures de Lamborghini au Maroc. Passons maintenant aux avantages et limites des études quantitatives. Quelques avantages des études quantitatives. Elles permettent l'obtention des résultats chiffrés et donc opérationnels qui pourront servir à faire des prévisions. Résultats chiffrés est égal facilité de la réalisation des prévisions. Elles permettent le suivi des évolutions de comportement. Elles permettent la réactualisation en permanence des informations possédées.
En ce qui concerne les inconvénients des études quantitatives, les motivations d'achat ne sont pas expliquées. Dans les études quantitatives, on ne peut pas comprendre les motivations et les freins d'achat, les attitudes, les comportements. Il existe des résultats chiffrés, mais qui sont muets. Le coût est élevé, notamment pour les panels. Toutes les études quantitatives génèrent un coût important. Généralement, ce coût est le résultat d'un ensemble des charges, généralement le paiement des enquêteurs, l'impression, les charges de transport, etc. Ou parfois, cette mission d'étude de marché est externalisée à un cabinet d'études. Ces cabinets d'études demandent des montants importants pour réaliser des études de marché. Les panels engendrent un coût très élevé par rapport au sondage et au recensement. Pourquoi? Car ils sont répétitifs et on paye les personnes interrogées. Donc l'échantillon, il est rémunéré lorsqu'il répond à un questionnaire. Passons maintenant à l'outil de recueil de données quantitatives, l'outil de collecte des données quantitatives qui est le questionnaire. Définition du questionnaire. Le questionnaire est un outil de recueil de données comportant un ensemble de questions qui s'enchaînent d'une manière structurée. Donc, le questionnaire, c'est un moyen par lequel on collecte, on recueille des données quantitatives. Il comporte un ensemble de questions qui s'enchaînent d'une manière structurée. Donc, le questionnaire a une structure. Dans la vidéo suivante, nous allons présenter la structure d'un questionnaire. Maintenant, nous allons voir la méthodologie d'élaboration d'un questionnaire, l'ensemble des étapes qu'on doit suivre pour élaborer un questionnaire. La première étape est de déterminer l'objectif de l'enquête. Deuxième étape, déterminer l'échantillon. Structurer le questionnaire, rédiger les questions, le choix du mode d'administration du questionnaire, le pré-test du questionnaire, l'administration du questionnaire et la saisie, traitement et analyse des résultats. Dans ce cours, nous allons détailler les 5 premières étapes de la méthodologie d'élaboration d'un questionnaire. La première étape est la détermination de l'objectif de l'enquête. Les enquêtes en marketing visent à quantifier les opinions, par exemple l'appréciation de la politique marketing, à quantifier les préférences, par exemple préférences sur les modes de vacances proposés, à quantifier les usages, par exemple les habitudes concernant les loisirs sportifs, à quantifier la satisfaction, par exemple, retour d'une saison de vacances. Deuxième étape lors de l'élaboration d'un questionnaire est la détermination de l'échantillon. L'échantillon est le matériau de base des enquêtes marketing. Il doit être représentatif de la population mère. Nous avons dit, l'échantillon doit être représentatif à la population mère. Pour ce faire, il existe différentes méthodes d'échantillonnage. Dans ce cours, nous avons choisi les principales méthodes d'échantillonnage. La première est l'échantillonnage aléatoire ou les échantillons aléatoires. Il comporte 3 types d'échantillons. L'échantillon aléatoire au premier degré. Ici, on réalise un tirage au sort à partir de la liste de la population étudiée. On tire au hasard l'échantillon à partir d'une liste de la population mère. Le deuxième, c'est l'échantillon aléatoire stratifié. On commence par une répartition de la population étudiée en strates. Par la suite, on fait le tirage au sort. On commence par une division de la population étudiée en strates selon des critères. Et par la suite, on fait le tirage au sort. On va tirer l'échantillon au hasard. Le troisième est l'échantillon aléatoire en grappe.
Ici, quand on commence par la division de la population étudiée en grappes. Par la suite, on tire au hasard les grappes étudiées, au sein desquelles on interroge l'ensemble des individus. Donc, on va diviser la population mère en grappes selon des critères. On va tirer au hasard les grappes et les grappes qui sont tirées, tous les individus vont être interrogés. Exemple, la population mère a été divisée selon des critères en 12 grappes. Nous allons tirer au hasard 6 grappes et tous les individus des 6 grappes vont être interrogés. Deuxième méthode d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage non aléatoire. Dans les échantillons non aléatoires, on trouve aussi 3 types d'échantillons. La première méthode, c'est l'échantillon de convenance. Ici, l'échantillon est égal aux individus disponibles. Parfois, vous envoyez un questionnaire à 100 personnes et vous recevez que 40 réponses. Donc ici, pourquoi 40 individus, c'est votre échantillon? Car ce sont les individus qui sont disponibles. On appelle ça un échantillon de convenance. Il y a un échantillon par bout de neige. Généralement, c'est une technique ou méthode d'échantillonnage dédiée aux individus dont l'identification est difficile. Donc, l'échantillon commence trop petit pour arriver à une taille, je dirais, importante ou une taille de l'échantillon représentative. Par exemple, je veux connaître la satisfaction des lauréats d'une école Y par rapport à leur étude. Et généralement, les lauréats sont de l'année 1998. Donc, c'est difficile de retrouver tous les lauréats, tous les contacts des lauréats d'une école de 1998. Mais si je connais une personne, donc je vais commencer par une personne, elle peut connaître 2 personnes, donc on est à 3. Donc, les 3 personnes peuvent connaître 6 personnes et ainsi de suite. Donc, on va commencer petit, mais l'échantillon va prendre une taille importante. C'est comme une boule de neige qui commence petite et par la suite devient grande. Et nous avons l'échantillon par quota. Donc, il y a le quota, il y a le respect du pourcentage de la part de la population, des critères dans la population mère dans l'échantillon. Par exemple, si j'ai 40% femmes et 60% hommes dans la population mère, dans l'échantillon, je dois respecter ce quota. Je dois avoir 40% femmes et 60% hommes. Pour éclairer ces principales méthodes d'échantillonnage, je mets à votre disposition quelques exemples et applications. Commençons par l'exemple de l'échantillon aléatoire stratifié. Une étude portant sur les enseignants d'école primaire et s'interrogeant sur les effets de leur formation initiale, faculté, école, autres, sur leur choix ultérieur de formation continue. Dans le tableau suivant, nous avons la population totale qui est de 380 enseignants. Ces 380 enseignants représentent 100% de la population mère. Alors, ils ont fait un dénombrement de tous les enseignants. Ils ont trouvé que les enseignants lauréats des facultés sont de nombre de 152. Et les enseignants lauréats des écoles sont au nombre total de 205 enseignants. Et ceux lauréats d'autres établissements sont de 23. Le total des enseignants est égal à 380. Ceux qui représentent 100%. C'est la population mère. En termes de pourcentage, les enseignants lauréats des facultés représentent 40%. Les enseignants lauréats des écoles représentent 54% et les lauréats des autres établissements représentent 6%.
Alors, si on décide de procéder à l'étude sur un échantillon de 20% de la population, donc si on veut un échantillon de 20% de la population, cet échantillon devrait être constitué de 20% de 380, de 20% de la population étudiée. Si on va calculer 380 fois 20%, ça va donner 76. Donc 76 échantillons, 76 enseignants, c'est l'échantillon. Cet échantillon, bien sûr, de 76, fera l'objet d'un tirage au sort, d'un tirage au hasard, car nous sommes dans une méthode d'échantillonnage aléatoire. Alors, comme vous voyez, il y a 3 strates, faculté, école et autres. Nous avons respecté les mêmes pourcentages que la population mère. Dans la population mère, les lauréats de la faculté représentaient 40%, les lauréats des écoles représentaient 54%, les lauréats des autres établissements représentaient 6%. Donc nous avons respecté les mêmes pourcentages. L'échantillon de 20%, le total doit être 76%. Et on va calculer combien représente 40% des lauréats de la faculté dans les 76. 76 fois 40% est égal à 30 enseignants. La même chose, 41 pour les écoles et 5 pour les autres établissements. Donc ici, le total doit être égal à 76, qui est l'échantillon des enseignants qui représente 20% de la population. Maintenant, ces 30 enseignants, lauréats de la faculté, doivent être tirés au hasard. J'insiste sur ça. Le tirage doit se faire au hasard dans le premier strate qui est la faculté. La même chose dans les écoles. Un tirage au sort de 41 enseignants dans le strate école. La même chose, un échantillon de 5 individus tiré au hasard du troisième strate qui est autre établissement. Passons maintenant à l'échantillon aléatoire en grappe. Si l'on veut étudier la consommation de yaourt par foyer dans une ville moyenne de province, et on a tiré au hasard 5 quartiers, on doit donc s'intéresser à tous les foyers de ces 5 quartiers. Donc prenons par exemple que cette ville comporte 35 quartiers, donc elle est divisée en quartiers, donc elle est divisée en grappes. Chaque quartier va représenter un grappe et on va tirer au hasard 5 grappes. Donc on va tirer au hasard 5 quartiers. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Les 5 grappes, on doit interroger tous les individus. Donc dans les 5 quartiers, on doit interroger tous les foyers. Passons maintenant à l'échantillon de convenance. Exemple, dans une galerie commerçante, les enquêteurs interpellent les visiteurs et leur demandent de remplir un questionnaire sur une question d'actualité ou sur un thème politique. Donc à la fin de la journée, ils peuvent recevoir 3, 4 questionnaires remplis, comme ils peuvent recevoir 10. Donc l'échantillon qui va représenter cette étude, ce sont les personnes qui ont répondu, les personnes disponibles et qui ont répondu, bien sûr, ou qui ont rempli le questionnaire. L'échantillon par boule de neige. Une enquête s'interroge sur les postes occupés par les lauréats de la faculté de droit ayant obtenu une licence en économie et gestion l'année 2000. Nous commençons à envoyer le questionnaire aux lauréats que nous avons leur contact de cette promotion et leur demander de diffuser dans leur propre entourage ce questionnaire. Alors on va commencer par exemple par 5 lauréats que nous avons leur contact et ces 5 lauréats vont diffuser ce questionnaire à leur ami, bien sûr,
Et bien sûr, chacun de ses amis va les envoyer à un ancien ami. Et comme ça, l'échantillon qui a commencé de 5 va arriver par exemple à 100. Donc, vous remarquez que l'échantillon a commencé d'une taille réduite de 5 personnes que nous avions déjà leur contact, à 100 personnes, donc 95% que nous n'avons pas eu leur contact. C'est pour cette raison qu'on appelle ça un échantillon par boule de neige. Ça commence petit et ça devient grand. Échantillon par quota. Donnons un exemple de l'échantillonnage par quota. Les données d'un recensement donnent la structure suivante en termes de genre et d'âge de la population. La tranche d'âge est de 20 à 60 ans. En ce qui concerne le genre, nous avons dans cette population 51,61 de femmes et 48,39 d'hommes. En termes d'âge, 32,99 de personnes ayant un âge allant de 20 ans à 29 ans, 40,16 de 30 ans à 44 ans et 26,85% de 45 ans à 60 ans. Pour un échantillon de 1000 personnes, on devra ainsi interroger en termes de genre 1000 fois 51,16 qui est égal à 517 femmes. Donc la même part des femmes dans la population mère doit être représentée dans l'échantillon. Alors la population mère, il y avait 51,61 femmes. La même chose dans l'échantillon, on doit avoir 51,61 de femmes. Donc 51,61 représente dans l'échantillon de 1000 517 femmes. La même chose pour les hommes, 1000 fois 48,39 est égal à 484 hommes. Donc nous avons respecté les parts, les taux de la population mère dans l'échantillon de 1000. Soit au total 1001 en raison des arrondis. Donc nous avons arrondi les résultats, car nous avons des virgules et nous avons arrondi les résultats. C'est pour cette raison le total va vous donner 1001. Alors en termes d'âge, la même chose, on doit respecter les pourcentages, donc c'est les quotas. Donc dans la population mère, nous avons 32,99 de personnes âgées de 20 ans à 29 ans. Donc 32,99 fois 1000 fois le total d'échantillons, ça va donner 330 personnes. La même chose, dans la population mère, les personnes âgées de 30 ans à 44 ans représentaient 40,16% de la population mère. Donc ici, il représente dans l'échantillon de 1000 402 personnes. La même chose pour les personnes âgées de 45 ans à 66 ans. La part dans la population mère était de 26,85%. Dans l'échantillon, il est de 26,85% fois 1000, ce qui donne 269 personnes. Donc l'essentiel, nous avons respecté les pourcentages de la population mère dans l'échantillon et c'est le principe de la méthode des quotas. La vidéo prochaine sera consacrée à la structure du questionnaire.